Mais c'est certain qu'au point de vue châssis, tenue de route, etc., il n'était pas, c'était pas son truc. Et il restait dans l'empirisme anglo-saxon, trial and error, comme ils disent, complet. Et il sentait bien que c'était quand même un peu limite pour son écurie. Alors il demandait à ce qu'on le soutienne dans ce domaine. Matra joue son va-tout en Formule 1. En effet, la technologie des réservoirs structuraux qui caractérise la MS-80 sera condamnée au terme de cette saison, puisqu'en 1970, l'utilisation d'outres souples deviendra obligatoire. La MS-80 se caractérise aussi par la forme de sa coque, très renflée au centre, le but étant de diminuer l'inertie polaire en concentrant le poids du carburant le plus près possible du centre de gravité. La suspension avant abandonne le triangle supérieur en culbuteur au profit d'un système classique de triangle superposé avec éléments de suspension extérieurs à la coque. Réussie d'emblée, elle ne nécessitera que très peu de modifications en cours de saison. La MS-80 a une petite sœur, la MS-84 à 4 roues motrices. Dotée d'un châssis multitubulaire et d'une transmission compliquée, elle accuse près de 600 kg. Elle est donc beaucoup trop lourde, sa conduite est pesante et difficile. La reine incontestable du championnat, c'est donc la MS-80. La voici dans ses œuvres. Et c'est le sacre de Stewart. Il remporte 7 des 14 Grands Prix de la saison et dès le Grand Prix d'Italie le 7 septembre 1969, à 3 courses de la fin du championnat, il est sacré champion du monde. Malgré la concurrence des Lotus de Jochen Rindt et de Graham Hill, Stewart a occupé la tête du peloton pendant 1878 des 3737 km que comportent les Grands Prix du championnat 69. C'est l'apogée de la trajectoire de Matra, avec les titres de champion du monde des constructeurs et des conducteurs, ainsi qu'un 3e trophée d'Europe de Formule 2 avec Johnny Servoz-Gavin. Je pense que le meilleur souvenir de ma carrière est ma victoire au Grand Prix de Monza en Italie pour m'assurer le titre en 1969, précisément parce que ce fut mon premier championnat du monde, et cela devant une foule italienne complètement hystérique et à l'issue d'une course acharnée. En fait, je crois qu'à l'époque, ce fut la victoire la plus serrée jamais enregistrée dans une course de Formule 1. C'était vraiment le summum. Mais la chose la plus merveilleuse, c'était de conduire cette voiture en toute confiance et de savoir que j'étais au volant d'une voiture mise au point par des ingénieurs qui comptaient parmi les meilleurs du monde.
la MS-80 restera dans l'histoire une des meilleures Formule 1 des années 60. Et sa suprématie fut essentiellement due à l'exceptionnelle qualité de son châssis. En fait, un véritable chef-d'œuvre. Bernard Boyer, son concepteur inspiré, nous livre les secrets de fabrication du châssis Matra. Au moment où on construisait les voitures de course Matra, la base de la construction des châssis était des feuilles d'aluminium. Si on introduit des efforts dans une feuille d'aluminium, dans le sens de la plus faible épaisseur, on s'aperçoit que la feuille est souple, on n'a pas de rigidité. Si on introduit des efforts dans le sens de la plus grande longueur, on pourrait être rigide, mais on risque le flambage. Pour remédier à ce problème, on constitue des plis qui raidissent la tôle et qui lui permettent de devenir satisfaisante en compression, tout en évitant le flambage. Mais on s'aperçoit que dans le sens de la torsion, il y a encore une souplesse parasite. À ce moment-là, on constitue une boîte qui est formée de panneaux dans lesquels la tôle va travailler dans le sens le plus favorable. Et on obtient une boîte extrêmement rigide. C'est la base de la construction des Matra. C'est comme ça qu'on obtenait la rigidité des coques. Si cette boîte était construite aux dimensions d'une coque de voiture Matra, elle serait très grande, elle manquerait de rigidité. Au niveau de la construction de la coque, pour obtenir cette rigidité que nous souhaitons, on constitue des cloisonnements intérieurs par des cloisons dont on peut deviner l'existence par les lignes de rivets d'assemblage. On obtient ainsi l'équivalent de plusieurs boîtes qui sont l'une derrière l'autre et la très grande rigidité qu'on souhaite. La coque ainsi constituée remplit trois fonctions: celle de châssis, celle de réservoir d'essence et celle de carrosserie. Nous sommes en présence de deux coques de Formule 1. Ici, la MS11, qui constitue la voiture de 1968. C'est la première voiture qui recevait un moteur Matra V12, donc la première Formule 1 à moteur V12 Matra. Cette coque est dans la descendance directe des Formule 3 et des Formule 2. À savoir que la coque va jusqu'à l'extrémité arrière et la coque qui contient l'essence jusqu'à l'extrémité arrière porte le train arrière, les suspensions arrière et le moteur. Il faut reconnaître que l'accessibilité pouvait être améliorée ainsi que le refroidissement. Ici, la MS-80, la voiture qui a été utilisée en 1969, était porteuse du train arrière par l'intermédiaire du moteur. Cette voiture améliorait l'accessibilité à la mécanique ainsi que le refroidissement. D'un autre côté, la coque était plus haute et plus large, ce qui offrait une meilleure rigidité. Cette voiture est vraiment l'aboutissement de la génération des coques qui contenaient l'essence. C'est celle qui a été championne du monde en 1969. À la fin de la saison 69, Matra signe un accord commercial avec Simca qui allait déboucher sur la commercialisation de la Bagheera. Et il devient impensable que Matra dispute le championnat du monde avec un moteur Ford. Jean-Luc Lagardère lance alors la fabrication de la MS-120, équipée d'une nouvelle version du 12 cylindres Matra, dont les passages d'admission sont désormais au centre du V. Pour essayer de conserver les services de Jackie Stewart, un test comparatif entre ce moteur et le V8 Cosworth est organisé sur le circuit d'Albi.
Le V12 était très progressif, il faisait un son extraordinaire, un des sons de moteur de course les plus merveilleux certainement. Mais à l'époque, il fallait que je choisisse le meilleur moteur, le meilleur châssis et bien sûr, la meilleure équipe. Et je ne pensais plus pouvoir réunir cette combinaison complète avec Matra, car je sentais que le moteur Ford serait plus sûr. C'est donc la fin de la fructueuse collaboration avec Tyrrell et Stewart. Beltoise et Pescarolo sont choisis pour piloter la MS 120. La forme de sa coque est très originale, avec des flancs en biseau. Mais elle manque de rigidité et la MS 120 ne se révèle pas à la hauteur de la MS 80. Malgré quelques coups d'éclat, Beltoise et Pescarolo ne peuvent se classer mieux que 3e lors de cette saison 1970. Les MS 120 sont à la peine. Comparé à un Cosworth, le V12 Matra avait le défaut d'un V12, c'est-à-dire qu'il manquait de couple, et il n'était pas plus puissant. Donc il était beaucoup moins compétitif qu'un Cosworth. Et en plus de ça, ce qu'on avait rattrapé dans les autres formules sur le plan de la tenue de route n'existait plus avec la MS 120 parce qu'elle n'était pas du tout en avance sur les autres. C'était une voiture qui était certainement pas assez rigide, qui était certainement pas entretenue par une équipe assez compétitive. Donc on avait une tenue de route pas meilleure, peut-être même un peu moins bien, et un moteur de toute façon beaucoup moins bien. Donc on pouvait difficilement être compétitif. Pour la saison 71, Jean-Luc Lagardère remplace Pescarolo par un pilote plus expérimenté, le néo-zélandais Chris Amon, transfuge de Ferrari. L'équipe désormais ne s'appelle plus Matra Elf, mais Matra Simca Shell. Les flancs en biseau sont supprimés et la voiture allégée. Mais la saison 71 ne porte pas ses fruits et excepté la victoire d'Amon au Grand Prix de Buenos Aires qui ne compte pas pour le championnat du monde, la MS 120B ne se classe qu'une fois 3e avec Amon et une fois 6e avec Beltoise. Le châssis 120 aborde sa 3e saison sous la dénomination C avec fort peu de modifications car la majeure partie du budget est consacrée au moteur. En effet, Simca et Shell ne sont pas convaincus de la valeur de la Formule 1 comme instrument de promotion et la majorité des efforts sont consacrés aux 24 heures du Mans. Matra décide donc de n'engager qu'une seule Formule 1 pour Chris Amon. En cours de saison 1972, apparaît cependant une toute nouvelle voiture, la MS 120D, reprenant les formes et les recettes de la MS 80. Plus légère, plus rigide, la MS 120D débute en fanfare au Grand Prix de France sur le circuit de Charade. Amon fait le meilleur temps aux essais et mène la course pendant 20 tours lorsqu'une crevaison le contraint à stopper brièvement au stand. Après une fantastique remontée, il termine à une méritoire 3e place. Les espoirs nés lors de cette course ne seront malheureusement pas confirmés par la suite. Malchance et coups du sort vont condamner la 120 au champ du cygne avec une 15e place sans gloire lors du dernier Grand Prix de la saison aux États-Unis. Fin 1972, Matra abandonne la Formule 1 après avoir remporté 12 Grands Prix et les 2 titres mondiaux. Mission accomplie. What I would say about Ce que je voudrais dire, c'est que Matra est probablement l'une des rares sociétés au monde qui pourrait revenir en Formule 1 et remporter très rapidement des succès. Ils ont les compétences, ils ont la capacité de fabriquer à des normes de très haute qualité. Et s'ils retournaient en Formule 1, ils seraient une puissance avec laquelle il faudrait compter. 2 ans plus tard, après une 3e victoire consécutive au Mans, Lagardère annonce cette fois que Matra abandonne toute forme de compétition. 10 ans d'histoire Matra, dont 5 ans d'histoire Matra Simca. Un palmarès extraordinaire qu'aucun autre constructeur français n'a jamais pu atteindre. Alors, 10 ans, c'est aussi un compte rond. Nous avons pratiquement atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. Il y a un moment tout de même où on a envie de dire, on se repose, on a terminé. La plus belle victoire étant arrivée, on peut considérer qu'on a rempli sa mission.
Georges Martin déploie alors tous ses dons de persuasion pour obtenir le maintien d'une cellule de veille moteur. Si vous voulez, quand Lagardère m'a dit on arrête tout, je lui ai dit on arrête tout définitivement. Il m'a dit oui, absolument, tout définitivement. Alors je lui ai dit mais quand vous dites définitivement, c'est définitivement à jamais ou définitivement pour un certain temps? Il m'a dit mais vous êtes fou quoi. Qu'est-ce que ça veut dire définitivement? Ça veut rien dire. Il m'a dit mais alors je lui ai dit donnez-moi un délai mini de votre définitivement. Il m'a dit 3 ans minimum. J'ai dit, écoutez, pour 3 ans, si on redémarre dans 3 ans, il n'y a aucun problème de redémarrer les châssis. On retrouvera les mêmes gens qu'on aura recasés à droite à gauche, pas de problème. Je lui ai dit, dans 3 ans, si on veut redémarrer un moteur, il n'y aura plus personne. Parce que d'une part, les gens, ils ont donné déjà. Ils se sont vraiment défoncés au départ, parce qu'on a démarré de rien. Et j'ai dit, ils ne repartiront pas. Donc il faut laisser une cellule de veille. En 1975, Matra opère un discret retour en Formule 1